Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Oui, André Berkov est en face-à-face avec Éric Anseau, qui est historien, maître de conférences à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire politique et sociale de la France et de l'Europe au XIXe siècle et auteur de ce livre, 2020, Les élites françaises, des Lumières au grand confinement, et c'est aux éditions Passé Composé. Oui, bonjour Éric Anseau. Bonjour André Berkov, merci de me recevoir dans votre émission si salutaire. Écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que, franchement, je vais d'abord vous couvrir d'éloges, mais vous le méritez amplement. Je dirais à nos auditeurs, s'il y a un livre à lire en ce moment, c'est ce livre-là. Parce que vous avez fait non seulement œuvre d'historien, mais vous avez rappelé beaucoup de choses. Et c'est donc le livre, c'est le peuple, les élites. On en parle du matin au soir et du soir au matin. Mais justement, on en parle sans souvent savoir ce dont il s'agit et sans mettre effectivement à la fois l'église au milieu du village et rappeler l'histoire et le passé. Et vous avez écrit ce livre en historien. C'est-à-dire que vous avez rappelé que l'histoire du peuple et des élites, ce n'est pas d'hier, d'avant-hier ou de quelques décennies. Ça date au moins les Lumières. D'ailleurs, vous parlez même de Périclès et de Thucydide, on y reviendra. Et c'est un livre passionnant parce que justement, vous retracez 3 siècles d'histoire de France et ces combats, ces je t'aime moi non plus entre le peuple et les peuples, il faut dire, et les élites, parce qu'il n'y a pas une élite, et vous le dites très bien, il y a des élites. Et vous dites quelque chose je m'en vais citer tout de suite parce que évidemment, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous parlez de... Je vais citer votre citation d'ailleurs, voilà, je l'ai là, elle est parfaite. Et vous dites ceci, pardon, je mets quelque temps à la retrouver, mais je la retrouve. Et vous dites ceci, voilà, vous dites, Éric Anseau, les Français, vous dites, en dehors de très rares périodes, je lis le paragraphe, parce que, en dehors de très rares périodes de cette histoire, et dans des franges limitées de la population, comme la sans-culotterie, le babouvisme sous la Révolution, les Français reconnaissent la nécessité d'une élite, mais considèrent qu'elle a des devoirs à assumer, en contrepartie de ses privilèges, à commencer par sa domination sociale. Œuvrer pour le bien commun, faire preuve de compétence, ça fait partie des devoirs, bien sûr, d'exemplarité, faire preuve de compétence, d'exemplarité, d'intégrité, savoir entendre les doléances du peuple. La défiance à l'égard des élites résulte de la remise en cause de ce contrat social implicite. Et vous dites, vous, Éric Anseau, que c'est un invariant, je dirais presque cette définition. Exactement, en dehors de très rares périodes de notre histoire. Alors, la fête de la Fédération en 1790, peut-être les Trois Glorieuses en 1830, le Printemps des peuples, l'illusion lyrique de 1848, vous voyez, je chemine là dans le temps, le gouvernement Poincaré au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1926, l'apogée de la République gaulienne dans les années 60, eh bien, c'est bien plutôt la défiance qui est la tendance dominante entre le peuple et nos élites, c'est clair. Et en fait, c'est quoi? Alors, si on avait un peu, on peut pas parler évidemment on va pas résumer 3 siècles en quelques phrases, mais disons, c'est quoi? Le peuple, quand il se réveille, quand il attend quelque chose des élites, et quand les élites ne le déçoivent ou ne l'apportent pas, ou n'ont pas compris, ou ont trahi, c'est là qu'il y a réaction très forte. Oui, alors parfois la crise résulte d'une crise économique et sociale en fait. Oui. Parfois c'est les élites qui défaillent au moment d'une guerre. On pense à 1870 ou on pense à 1940, comme l'a très bien montré Marc Bloch dans son essai L'étrange défaite. Exact. Parfois c'est parce qu'on a le sentiment que les élites dans leur entre-soi sont victimes de conflits d'intérêts, se livrent à des conflits d'intérêts. Parfois c'est l'ensemble de ces phénomènes cumulés qui jouent. Et à ce moment-là, je dirais, la cocotte minute explose et le peuple va se chercher, alors vous le disiez tout à l'heure dans votre propos introductif, eh bien une élite de substitution. Parce que c'est assez fascinant de voir que le peuple ne peut pas non plus se passer. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient d'Éric Drouet. Il a fait plusieurs médias. Je crois qu'il est venu à plusieurs reprises chez vous, sur Sud Radio. Et il évoquait Didier Raoult ou il évoquait le général de Villiers. Ouais. Donc, on recherche une élite de ce On a type. besoin, absolument. Mais alors justement, Éric Anseau, comment pourrait-on, vous l'avez fait brillamment dans votre livre, mais
c'est quoi les élites? Comment pourrait-on définir, je dis bien les élites, parce qu'il y a élite et élite? Alors les élites, c'est deux choses. Je suis remonté dans mon livre, dans mon introduction, en fait au Moyen-Âge. Je suis remonté, imaginez, à Chrétien de Troyes, donc au XIIe siècle, à Christine de Pisan au XIVe siècle. Oui. Et les élites, c'est à la fois la fine fleur de la société, comme les appelait Christine de Pisan, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent et ceux qui les entourent. Alors, au Moyen-Âge, c'est par exemple les légistes, les juristes qui vont entourer le roi Philippe le Bel. Oui. Mais c'est également dans chaque groupe social, les ordres d'Ancien Régime, aujourd'hui les groupes sociaux, les meilleurs. On parlera d'élite de l'artisanat, on parlera de l'élite du professorat, des intellectuels, de l'élite militaire, etc., etc. Donc c'est ces deux constituantes qui constituent les élites. Et là où c'est très grave, c'est lorsqu'on passe du pluriel au singulier, qu'on passe à une seule élite. Une super élite. Là, qui se retrouve, qui se coagule, qui se congratule et qui vit comme les Ménines de Velázquez un peu, c'est ça? Exactement, exactement. C'est un peu le phénomène auquel on assiste, si vous voulez. Le général de Gaulle, il a créé l'École nationale d'administration, ou plutôt recréé, parce que, comme je le rappelle dans mon livre, il y en avait une en 1848, en 1946, avec l'idée qu'il allait s'appuyer sur une haute fonction publique, une technocratie, et là le mot n'avait rien de péjoratif à l'époque, qui allait permettre au pouvoir politique d'être bien conseillé. Et on a vu qu'à partir des années 1970, tout s'est dégradé. Les énarques ont investi les hautes sphères du pouvoir politique, et chose encore plus grave depuis une trentaine d'années, ils ont investi les milieux économiques. Ouais. Ils vont pantoufler dans des grands groupes industriels, on les retrouve dans les banques. Sans qu'ils aient appris l'entreprise à l'ENA, ils n'ont pas une formation d'entrepreneur, c'est le moins que l'on puisse dire. Exactement. Alors ça peut être bien, si vous voulez, ça peut éviter d'être hors sol. Ça peut leur éviter une déconnexion. Mais ce qui est très grave, c'est deux choses. D'une part, le risque de conflit d'intérêts. Et on a vu qu'il y en a au cours des dernières années. Et surtout l'image que s'en fait le peuple. L'idée, ils sont tous pourris parce qu'effectivement, ils trempent dans les affaires du CAC 40, voire dans des affaires beaucoup plus sombres. C'est ça qui est très inquiétant. Très, très inquiétant, vous avez raison. Éric Anseau, restez avec nous. Nous allons continuer après les informations et ensuite avec les auditeurs. C'est absolument passionnant parce qu'encore une fois, n'oubliez jamais, c'est le passé qui permet de comprendre l'avenir, comme les racines permettent de comprendre les feuilles et les fruits des arbres. Et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 puisque vous avez la parole après 13h. Vous pouvez revenir justement sur ce que nous raconte notre invité, les élites. Et vous pouvez venir interpeller Éric Anseau et vous pouvez aussi revenir sur les oubliés du Covid, ce que racontaient Sébastien Molina et François Choumenier. Venez témoigner vous aussi si vous êtes en difficulté, on vous attend. Radio Berkov dans tous ses états. Et on en parle avec Éric Anseau et son livre passionnant, Les élites françaises des Lumières au grand confinement, paru chez Passé Composé, et même on pourrait dire recomposé, dans une France quelque peu décomposée. Éric Anseau, je voudrais vous faire réagir aussi à un paragraphe de votre livre, et il y en a plusieurs qui nous parlent aujourd'hui. Alors on va parler d'aujourd'hui et peut-être de demain. Vous dites ceci: cette nouvelle configuration était extrêmement explosive, car il n'existe plus d'autocontrôle de l'élite. Autrefois, dans les instants de la République, une équipe de droite et une équipe de gauche se surveillaient et étaient susceptibles d'alterner au pouvoir. Désormais, j'aime beaucoup cette phrase, une chape de plomb est posée sur une cocotte minute. C'est vraiment ça, une chape de plomb posée sur une cocotte minute, c'est ce qu'on vit en ce moment. Comme souvent dans notre histoire, le tort des élites est de sous-estimer le bon sens et la colère du peuple et de chercher à disqualifier ceux qui font confiance au premier et ceux qui cherchent à profiter de la seconde sous le vocable générique et péjoratif de populiste. À la vision binaire de ceux qui divisent le monde entre gentils progressistes et méchants populistes, répond le partage établi par leurs adversaires entre bon peuple et mauvaise élite. L'élitisme des élites et le populisme du peuple se font face. Il est temps de sortir de ce manichéisme stérile et dangereux. Alors, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Alors, il n'existe plus aucun contrôle de l'élite, aucun autocontrôle de l'élite, Éric Anseau?
Alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre maintenant d'une super élite avec une recomposition complète du paysage politique. Macron en a profité en 2017, il a éparpillé façon puzzle tout cela. Il n'y a plus le clivage de jadis qu'on avait entre la gauche et la droite avec cette alternance au pouvoir, où la gauche contrôlait la droite et la droite contrôlait la gauche. Désormais, vous avez d'un côté l'élite et de l'autre le peuple, hein, qu'on le veuille ou non. C'est très net, ça a été analysé par certains penseurs. Je pense à David Goodhart qui a publié il y a quelque temps un essai absolument formidable, hein, les deux clans. Les Anywhere et les Somewhere. Les Anywhere et les Somewhere. Ceux qui sont de n'importe où et ceux qui sont de quelque part. Tout à fait. Ceux qui sont ancrés, qui représentent en gros les somewhere, donc 50% de la population. Les anywhere, ceux qui sont à l'aise absolument partout, ils ont les moyens de se déplacer, hein, qui représentent un quart de la population et qui s'appuient sur une troisième catégorie qui elle-même représente en gros le quart de la population, c'est les in-betweeners, comme les appelle David Goodhart, c'est-à-dire les entre-deux. Alors dans ces entre-deux, vous avez deux catégories très intéressantes. Il y a ceux qui tirent profit, je dirais, économiquement de la situation, mais il y a également les retraités qui ont très peur justement d'une déstabilisation. On a vu l'attitude des retraités au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et ils se retrouvent du côté du pouvoir. Ils relégitiment d'une certaine façon le pouvoir. Ce sera intéressant de voir d'atteindre les 50%. Oui, ce sera intéressant de voir si c'est toujours le cas. On verra bien. Mais vous dites comment? Alors vous dites justement, Éric Anseau, il est temps de sortir de ce élitisme des élites et populisme du peuple. Mais vous ne pensez pas que là aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les effets du Covid, mais au-delà évidemment de ça, on a l'impression que le fossé n'a jamais été, en tout cas, il y a longtemps que le fossé n'avait pas été aussi abyssal, je dirais. Oui, vous avez raison. En fait, ces rapports entre le peuple et les élites, c'est un petit peu une sinusoïde. Il y a des temps de confiance qui représentent les hauts, des temps de défiance les bas. Et là, on est dans un tout en bas, je dirais. La sinusoïde tend vraiment vers le bas dans cette courbe de défiance. On a atteint... Alors, si vous voulez, le système continue à tenir parce que Dieu merci, enfin je trouve, on a nos institutions de la Ve République. Il y a également une volonté de verticalité de la part du peuple. Ces institutions étaient très équilibrées. Le général de Gaulle avait réussi à établir un lien direct par le biais des référendums avec le peuple. Et tout ça fait tenir les choses. Et puis on est dans le cadre de ce que plusieurs penseurs ont montré depuis les années 60, une société du spectacle où je ne dis pas qu'on cherche à décérébrer nos compatriotes, mais un petit peu quand même. Et on se laisse parfois abuser, hein, compris par les grands médias. Quand on regarde le 20h, on a une image de la réalité qui nous est donnée, qui est assez éloignée en fait de ce qu'on voit sur le terrain. Et justement, de ce point de vue-là, vous parliez de cette espèce... vous parlez de la société du spectacle, mais il y a ce que Christopher Lasch, vous le citez aussi, avait dit, la sécession des élites. Mais le problème aujourd'hui, pour sortir de cela, vous avez bien parlé de référendum, mais on sait très bien qu'on ne veut plus de référendum, hein, depuis 2005, et le traité européen, on a bien vu ce qu'on en avait fait. Ça fait 15 ans quand même. Mais aujourd'hui, alors, comment rétablir au moins un degré de confiance? Je ne dis pas une confiance aveugle aujourd'hui. Vous avez vu comment on fait d'un côté les policiers, les migrants, etc., le Covid, si vous voulez, à l'heure où, je dirais, l'élite scientifique, puisqu'on parle des élites, avant, il y avait effectivement l'élite politique, avait perdu de sa superbe, l'élite médiatique, n'en parlons pas, mais il y avait encore l'élite scientifique et médicale. Et là, en disant tout et le contraire de tout, en tout cas sur les écrans de télévision, elle a perdu un peu de, peut-être non pas de sa légitimité, mais de sa crédibilité. Et vous avez raison, même les experts, on se raccroche souvent en période de crise aux experts, en se disant, voilà, eux, ils ont la science, ils vont nous sortir des problèmes. Eh bien, même là, avec la crise pandémique que nous avons, on voit des experts extrêmement divisés. Alors, j'entre pas dans cette querelle, parce que vous savez, l'historien est pas un confident de la Providence, mais sans doute qu'on va se rendre compte dans les mois et les années qui viennent qu'il y a des lobbies derrière, qui expliquent pourquoi la communauté scientifique, en fait, est aussi très, très divisée, hein. Regardez la popularité de Didier Raoult. Alors, Didier Raoult, je ne suis pas dupe, hein, il a aussi dit des grosses bêtises quand il nous disait qu'on était devant une grippette ou que la deuxième vague n'aurait pas lieu, mais son succès est tout à fait fascinant. Vous voyez, il y a une attente du peuple. Mais parce qu'il a traité, il traite.
Oui, il traite. Enfin, on l'aime ou on l'aime pas, il traite. C'est un médecin traitant. Voilà. Il traite. Et alors, dites-moi, juste un mot. Comment peut-on... Enfin, je ne vous demande pas les recettes, Eric Anso, vous avez fait déjà un très beau boulot en retraçant, effectivement, en remettant, en contextualisant tout cela, cette notion d'élite. Mais comment peut-il y avoir... Est-ce qu'on va aller... Alors là, c'est à l'historien je m'adresse. Est-ce qu'on va plutôt vers l'homme providentiel ou l'équipe providentielle? Est-ce qu'on va plutôt vers des affrontements comme on en a déjà connu, effectivement, dans l'histoire, et Dieu sait, où on va vers une espèce d'entente cordiale, mais comment cette entente et comment peut-elle être cordiale? Là, je crois que vous avez évoqué, encore une fois, je ne suis pas devin, mais les 3 hypothèses qui sont devant nous. Est-ce qu'on va avoir une succession de mouvements dont je ne crois pas honnêtement qu'ils déboucheront sur une révolution, mais une succession de mouvements de plus en plus graves, type gilet jaune? Ça, c'est l'une des options. Est-ce qu'on va vers une réélection de Macron? Vous savez, Macron, on ne peut pas le lui retirer. On l'aime ou on ne l'aime pas. Je ne porte pas de jugement de valeur ici, mais il est très intelligent. Il a vu quand même que là, il y avait un véritable problème. Alors, il a jeté en pâture l'école dont il était lui-même issu, l'ENA. Vous avez vu qu'il y a eu la fameuse commission Thiriet. En février 2020, elle a remis son rapport et on va supprimer l'ENA pour créer autre chose, une école d'administration publique avec des hauts fonctionnaires d'une part qui seront formés plus sur le terrain qu'ils ne l'étaient. À l'anglo-saxonne, on va ouvrir socialement. Alors ça, c'est assez habile comme manière de procéder. On a vu Sciences Po, on a vu d'autres écoles comme l'ESSEC le faire avant. Et puis, et ça, je trouve que c'est pas mal, 2 autres choses. Le fast track à l'anglo-saxonne, qui permettra en fait pour des fonctionnaires un petit peu plus en dessous, d'acquérir des hautes responsabilités quand ils auront fait leurs preuves. Et une formation continue pour les hauts fonctionnaires avec un institut des hautes études de la fonction publique. Donc, vous voyez, il y a cette idée. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Je ne sais pas, mais le pouvoir tente de s'adapter. Ça peut permettre une tentative de réconciliation quand même, possible. Alors Castex, c'était intéressant de ce point de vue. Alors là, actuellement, la gestion de la pandémie va sans doute infirmer les choses. Mais Castex, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un de très ancré, qui a des mandats, et en même temps, c'est un haut fonctionnaire. Donc, qui cumule par rapport à d'autres à la fois cette expertise et cet ancrage. Le personnage est intéressant. C'est vrai, mais le problème est de savoir si la statue du commandeur de la Ve République n'est pas là, et si Macron ne l'a pas choisi justement pour qu'il ne fasse pas trop d'écart ou de bruit. Vous savez très bien que la Ve République, c'est d'abord impérator. Exactement, exactement. Eric Anso, on va continuer à parler de tout cela, et c'est passionnant, avec nos auditeurs, avec les auditeurs de Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. Et retenez ce numéro 0826 300 300, c'est votre moment pour prendre la parole. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov dans tous ses états avec son invité Eric Anso qui nous parle des élites françaises, des Lumières au grand confinement. Son livre est aux éditions Passé Composé. Et vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous avez bien raison. On vous donne la parole au 0826 300 300. Tout de suite, la parole à Edith qui nous appelle Edita, qui nous appelle de Maine-et-Loire, Oui, bonjour Edita. Bonjour à tous. Merci pour le sujet très important que vous débattez toujours, que vous exposez. Écoutez, vu que votre invité, il a eu quand même une grande connaissance de beaucoup de choses par rapport aux élites et le système de gouvernement aujourd'hui. Moi, ça fait déjà un petit moment que je me pose la question, est-ce que vraiment ce système de gouverner aujourd'hui, de cette façon, de représentants et tout, est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce qu'on pas repenser à une autre chose, par exemple d'arrêter vraiment la droite, la gauche, les partis, de faire peut-être, je ne sais pas, la moitié des gens du terrain, de citoyens représentants de certains métiers, de certaines classes, et de l'autre côté, les experts, justement, peut-être les élites aussi, faire un mélange de tout ça, et travailler sur les longs projets, et puis poser les questions aux citoyens.
Et puis les responsabilités, les responsabiliser, peut-être les rendre conscients aussi qu'on doit être acteur aussi de nos vies, de nos politiques, de nos choix. Voilà. Oui. Ma petite question. Très bien, Edita. Éric Anceau, oui, elle pose la question, la démocratie représentative n'est-elle pas devenue un vieux métier, enfin que c'est devenu vraiment un métier, et vous en parlez vous-même dans votre livre, l'irresponsabilité illimitée. On est dans une société quelquefois à irresponsabilité illimitée, et pas le contraire. Et elle demande si on ne peut pas changer en mélangeant, Edita, elle dit, voilà, les gens du terrain, les experts et autres. Éric Anceau. Oui, il y a deux choses, si vous voulez. À mon avis, on est dans un pays quand même très particulier qui ne s'est pas totalement remis d'avoir coupé la tête à son roi Louis XVI en janvier 1793. On a un besoin en France de verticalité, d'autorité aussi. Hein. On le ressent, regardez la popularité des généraux comme le général de Villiers et d'autres encore aujourd'hui. Et je trouve que le général de Gaulle, en 58, avait trouvé une forme d'équilibre avec ces institutions. Alors, il est vrai que ceux qui ont succédé n'ont pas tout à fait pu endosser les habits du général de Gaulle, et ça pose un souci. Alors peut-être faudrait-il effectivement réformer nos institutions. C'est même le général de Gaulle, le fameux référendum qu'il a perdu en 1969, c'était réformer le Conseil économique et social, devenu et le Sénat, et la suppression Conseil du Sénat. économique, social et environnemental. Et il envisageait, comme cette dame le suggérait, d'en faire une assemblée, on supprimait le Sénat, et on en faisait une deuxième assemblée du peuple. Ouais. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas aller vers cette solution ? Et il y avait la participation aussi, quand même, qui a joué un rôle. Exactement. Clémence. Alors, on retourne en standard, on va donner la parole à Claudine, qui nous appelle de Niort. Claudine, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Anceau, merci de cette invitation, toujours très intéressant. Et puis bonjour à Clémence aussi, que je ne vais pas oublier quand même. Ah non, jamais. Voilà. Moi, il y avait deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier point, c'est notre fabuleux Monsieur Salomon, qui ferait bien de garder ses conseils pour sa cuisine à lui et sa famille. S'il a envie de manger sa bûche de Noël dans la cuisine, eh bien, il ne faut pas qu'il se gêne. Voilà. Moi, mes parents, je vais les voir tous les jeudis parce que je leur fais leur pain, hein, et puis leurs différentes brioches hautes pour la semaine. Et on goûte tous les jeudis après-midi à 4 heures ensemble. C'est quand même pas qu'ils croient qu'on va me priver de cette chose-là. Il faut quand même pas pousser, quoi. Donc, et puis, j'ai pas attendu après Monsieur Salomon pour ne pas embrasser mes parents si j'ai un rhume ou quoi que ce soit. Et on nous prend vraiment pour des idiots. Et je vais faire la transition donc avec Monsieur Anceau. Moi, je rejoins Charles Gave quand il dit qu'aujourd'hui on a des élites imbéciles et que on va avoir dans le peuple maintenant des gens intelligents. Et je pense que bon, les gens intelligents, il y en a quand même pas mal dans le peuple. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller se mouiller en politique, qui est devenu un véritable panier de serpents, hein, pour pas dire autre chose. Parce que ces gens-là, ces élites, hein, je vais mettre un Z, veulent qu'on les respecte, veulent qu'on se mette à leurs pieds en leur disant, en soyant déférents et en leur disant « Ah, monseigneur, que vous êtes formidable, épatant, etc. » Mais ils n'ont pas le moindre respect pour la population, hein, et je ne parle même pas du respect qu'ils puissent avoir pour la nation, pour la France. Voilà. À partir du moment où on commence à dire qu'on aime la France et qu'on a envie de la défendre et qu'on se sent d'abord citoyen français avant d'être autre chose, on passe tout de suite pour un extrême droite et ça commence à me saouler, mais alors vraiment. Hein. J'ai jamais voté Le Pen, jamais. Je sais me tenir. Et, mais vous n'avez pas envie qu'on vous culpabilise du matin au soir et du soir au matin. Non, mais c'est hors de question, quoi. Hein. D'accord. Et puis bon, je vais terminer là-dessus. Je pense que si on demande du respect aux autres, il faut d'abord respecter les autres. Voilà. Donc à partir du moment où ils ne sont pas en mesure de respecter, qu'ils n'ont que dédain et condescendance envers les gens qui, sous prétexte qu'ils ont fait moins d'études, seraient moins intelligents, eh bien franchement, il faut qu'ils revoient leur copie.
Ben, c'est exactement, vous savez, je l'ai cité, c'est exactement ce qu'a dit Éric Anseau, mais je voudrais qu'il le dise lui-même. C'est exactement ce qu'il a dit quand il a dit exactement les politiques en responsabilité ont renoncé à leur potestas et ont perdu leur autoritas. Ils n'ont plus ni d'autorité morale ni le contrôle de la situation. Éric Anseau, vous avez entendu ce que dit Claudine. Oui. Respectez-nous si vous voulez qu'on vous respecte. Bien sûr, elle a totalement raison. Je la remercie beaucoup pour son témoignage. Il y a de la part de nos élites, et en particulier d'une haute fonction publique déconnectée, une volonté d'infantiliser les Français et de les culpabiliser en permanence. Et Jérôme Salomon est un véritable cas d'école. Vous savez, j'ai voulu consacrer mon épisode à la crise du coronavirus. Oui. En fait, mon livre devait paraître au mois de mars. Oui. Et on a retardé avec mon éditeur la publication parce que je savais que cette crise du coronavirus révélerait justement cette faillite des élites. Et je pense c'est ça. Oui, que j'écris dans les pages de fin le montre. Oui. Oui, absolument, absolument. Et vous avez bien fait de le retarder, enfin, et d'inclure. Alors, juste ce que disait Clément, c'est Rémi Salomon, et non pas Jérôme Salomon, oui. Le directeur de la santé, là. C'est juste, voilà, précision. Sinon, Jérôme Salomon, on l'a déjà bien traité. Allez, continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous pouvez vous aussi passer un coup de gueule, hein, comme Claudine, si vous refusez de dîner à Noël de façon séparée avec vos parents ou vos grands-parents. Ben, on vous attend, 0826 300 300. Si vous considérez être aussi des oubliés du Covid et des subventions, ben là aussi on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov dans tous ses états, il y a de quoi l'être. Hein. Il est toujours avec son invité Éric Anseau qui présente son livre Les élites françaises des Lumières au grand confinement aux éditions Passé Composé, et avec Sébastien Molina, directeur du café-théâtre Le Grenier. Et puis vous aussi, vous nous appelez, on donne tout de suite la parole à Juliette qui nous appelle de Paris. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkov, et je veux dire aussi bonjour à Monsieur Anseau parce que ça a été l'un de mes anciens professeurs. Donc c'était un très bon professeur, hein, je l'avais eu en licence. Et donc je voulais intervenir parce que c'est assez intéressant ce problème, c'est qu'évidemment on confond beaucoup de mots, élite, oligarchie, plutocratie, tout ça c'est très différent. L'élite à la base c'est quelque chose de noble, hein, c'est le meilleur de toutes choses. Et il y a quelque chose, j'aimerais bien avoir l'avis d'Éric Anseau sur l'élite française particulièrement, parce qu'on voit bien ce qui se passe. L'élite anglaise n'a rien à voir, et l'élite américaine, on voit bien ce qui s'est passé avec Trump, c'est encore autre chose. Et moi, je relisais, je vous conseille de relire Richelieu, parce que la France a toujours eu un problème avec ses élites. La France s'est construite en partie contre ses élites, contre ce système féodal, puisque que ce soit Richelieu ou Mazarin, il y a toujours eu un problème avec des élites qui étaient traîtres. Et donc c'est intéressant de voir que c'est quelque chose de fondamental, et on le voit aussi avec De Gaulle qui a été trahi par les élites de gauche et de droite, rappelons-le. Et j'aurais bien aimé avoir en partie cette réaction sur cette question, parce qu'on est aussi pris dans un piège qui est le système européen, il faut aussi en parler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà nos élites françaises ne sont pas très de confiance, si je puis dire poliment, le système européen fait qu'en étant dépossédé du pouvoir régalien, on voit bien qu'en plus on prend des décisions qui sont prises partout en Europe. Donc il y a deux phénomènes qui se conjuguent, et ça serait assez intéressant de voir cela, parce que je reprends juste l'exemple de l'affaire Alstom, qui est quand même un scandale d'État. Énormément d'élites françaises ont travaillé pour les Américains, et vous avez reçu un invité d'ailleurs très intéressant qui expliquait ce phénomène. Et je finis juste avec un autre point où on pourra réagir, c'est que le problème français, c'est que vouloir aller vers le peuple, c'est quelque chose de très bien, mais il y a une tentation, si vous voulez, du local. Or la France s'est construite aussi contre le local qui disloquerait, si vous voulez, cette construction. Voilà, donc la France a un problème de ses élites, et voilà, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, c'est une très bonne question. Éric Anseau, très bonne question au pluriel d'ailleurs, Éric Anseau. Donc effectivement, entre ces élites, ces oligarchies, ces plutocraties, mais c'est vrai, et puis la vocation aussi de l'Europe, est-ce qu'au fond, ces élites-là, aujourd'hui, pour parler des élites françaises, elles sont pas déjà, elles boxent avec un bras en écharpe, et même deux? Oui, Juliette a parfaitement raison. J'ai trouvé son intervention extrêmement pertinente. En fait, tout le livre, si vous voulez, c'est pour étudier un triangle entre les élites, le peuple, et j'en ai encore peu parlé, effectivement, le gouvernement, avec, à certains moments donnés de notre histoire, Juliette le rappelait, des chefs d'État qui ont voulu brider les élites parce qu'ils se rendaient bien compte que les élites jouaient parfois contre le peuple, mais jouaient aussi parfois contre la France. Regardez Napoléon.
mon maître Jean Tullard l'a montré excellemment dans une biographie qu'il lui a consacrée. Ce sont les élites qui mettent en place Napoléon au moment du coup d'État du 18-19 Brumaire, mais ce sont elles également qui contribuent à sa chute en 1814-1815. Elle le rappelait, Juliette, le général de Gaulle. N'oublions pas tous les appels des grands notables au moment du référendum de 69. De Gaulle avait contre lui tous ces notables. Hein. C'est fascinant. Et puis alors, le point sur l'Europe, c'est très intéressant ce que disait Juliette, parce que, vous savez, il y avait un vice-président de la Commission européenne qui s'appelait Christopher Soames, qui était un Britannique. Et c'était du temps de la commission Delors. Delors était entouré de socialistes modérés, mais dont on voyait déjà qu'ils basculaient vers le libéralisme. Je pense à Michel Cantu, ou je pense à Pascal Lamy, hein, qui a fait après une carrière que l'on connaît. Et que disait Christopher Soames? Mettez un Français dans une organisation internationale et vous pouvez être sûr, ça sera le seul qui jouera contre son État et contre sa nation. Là, je crois que c'est un petit peu ça. Les Français ont été plus mondialistes et plus europhiles que la plupart. On s'est fait rouler dans la farine des autres, à cause de nos élites, que la plupart des autres États européens. C'est vrai. C'est clair. Merci, Eric. Clémence, je voudrais justement poser une question à Sébastien Molina, qui est toujours avec nous. Il y a quelque chose, vous me rappelez, avec votre cabaret théâtre, et je rappelle qu'il y en a partout en France, hein, et qu'il faut un boulot. Moi, je suis allé à Rocamadour, par exemple, dans Dordogne, dans le Lot, un peu partout. Vous avez des petits cafés-théâtres, ou cafés, ou dîner-théâtre, ou dîner-spectacle, appelons-le comme on veut, on s'en fiche, qui font un travail formidable. Et je rappellerai quand même, parce que ça, effectivement, je parle d'un temps que les moins de 20 ans et même de 40 ans ne peuvent pas connaître, que toute la grande chanson française, les Béards, les Brassens, les Brel, les Pierre Perret et Aznavour et Gainsbourg et Boris Vian, etc., ont tous commencé dans des petits cafés, théâtres, restaurants où ils en faisaient 5 par nuit dans Paris. Pierre Perret me l'a raconté, Gainsbourg me l'a raconté, où ils allaient parce que bon, il fallait gagner leur vie et ils avaient avec leur guitare, ou alors il y avait des pianos, donc ils retrouvaient leur piano, mais ils en faisaient 4 à 5. C'était au moment où Paris, hélas, ça n'existe plus. Je trouve ça déplorable. Déjà, on parle de la culture et de l'ADN de la France, mais c'était ça aussi l'ADN de la France, et c'est ça l'ADN de la France. Ces nombreux cabarets, dîners, spectacles, etc., où les gens arrivaient et montraient, personne ne les connaissait, ils arrivaient comme ça, ils jouaient devant des gens peut-être un peu bruyants, mais enfin, tous les très grands de la chanson française, tous ont commencé là. Et vous-même, vous continuez cette tradition, en fait. Exactement, André Berkoff. Vous avez tout à fait raison de le dire. On continue cette tradition avec les humoristes, puisque chez nous, des artistes passent dans 3-4 salles de spectacle. Et on fait partie aussi de ceux qui donnent la chance à des jeunes artistes. C'est pas les grosses salles qui vont mettre... Vous savez, l'époque de Bruno Cocatrix à l'Olympia, où il mettait quelqu'un d'inconnu devant une personnalité du spectacle. Les premières parties. Voilà. Nous faisons partie de toutes ces salles partout en France. Nous donnons la chance à des jeunes artistes de se produire et d'être confrontés à un public. Et chaque soir, au Grenier, vous avez des jeunes artistes qui viennent sans audition. On prévient le public, on leur dit écoutez, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas... C'est comme ça qu'on commence. Hein. Ils doivent commencer comme ça. Et voilà. Et c'est très très important de le dire, parce que tous ces petits lieux feront émerger les vedettes de demain que les gros produiront. Tout à fait. Clémence. Oui, alors on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Arthur qui nous appelle de Saint-Chamond. Oui, bonjour Arthur. Oui, bonjour André. Pour situer Saint-Chamond, voilà, c'est à côté de Saint-Étienne. Moi, j'ai pas une question en fait à poser à votre invité, mais c'est plutôt un gros coup de gueule, parce que je suis président d'un club de tennis de 300 adhérents. On parle beaucoup de la culture qui est mise en berne, mais qu'en est-il du monde sportif amateur? Nous, on a 2 salariés, aussi, 4 autres salariés qui sont à mi-temps. Et tout est fermé. Et qui aujourd'hui réfléchit un petit peu à l'aberration de toutes ces restrictions? Qu'est-ce que, par exemple, peut poser problème de venir sur un terrain de tennis à 2, sur un terrain qui fait 20 mètres par 40? Qu'est-ce que ça va gêner de laisser des gens aller marcher dans la campagne, des gens aller faire du vélo?
c'est une véritable dictature. Il faut que les gens comprennent que cette restriction pseudo-sanitaire, c'est une dictature qui s'est imposée aux Français. Mais c'est hallucinant qu'on ne réagisse pas. Tout le monde j'ai l'impression que tout le monde se plaît dans cette situation-là. Se plaisent pas vraiment, oui, mais ils acceptent. André, vous savez, je vais vous dire, à part vous, à part Zemmour, à part Philippot, à part Pascal Praud, j'entends pas trop de dissidents dans les médias, vous savez. Vous êtes peut-être les 4 révolutionnaires un petit peu dans le aujourd'hui. Tous les autres se complaisent. Il y a une espèce de parti pris, de consensus. On laisse aller. Où sont les députés du Parlement? Où est l'opposition? On les entend pas. Vous êtes Arthur, juste. Vous êtes fermé et par exemple vous avez des compensations. Vous avez aucune compensation, vous. André, il faut savoir une chose, c'est que les associations sportives, entre autres, depuis quelques années, ont un numéro de SIRET, comme une entreprise. Alors, on est soumis au même régime qu'une entreprise en termes de charges sociales, par exemple, les aides zéro. Pendant la période de confinement, parce qu'on a le budget et qu'on a une association qui est gérée convenablement, on va dire, on n'a pas mis les salariés en chômage partiel. On n'a pas voulu aggraver un petit peu la situation globale qu'il y avait à ce niveau-là. Donc, mais par contre, les charges sociales, on continue à les prélever. Il y a dans le monde du tennis et dans le monde sportif en général, il y a des baisses drastiques au niveau des licenciés, des recettes qui ont disparu parce qu'il n'y a plus de tournois, il n'y a plus de buvettes, il n'y a plus rien. Alors oui, il y a la culture qui est en train de ramasser sévèrement, mais il y a le monde du sport aussi amateur. Non, mais c'est le même cas, c'est lié. Hein. Et surtout le sport amateur, j'imagine, qui est beaucoup plus maltraité. On le sait que le sport professionnel. Bien sûr, c'est clair. Mais pour garder une population en bonne santé, est-ce qu'il faut l'enfermer ou est-ce qu'il faut lui permettre de s'échapper aussi par le biais du sport, par le biais de la lecture, par le biais de la culture? Tout ça, c'est lié. Mais vous savez, André, moi j'avais coutume de dire qu'on avait connu peut-être l'un des pires présidents de la Ve République en la personne de Hollande, mais là on est encore descendu au sous-sol, mais là moins 2 là. Hein. Et, vous voulez dire qu'on est descendu au-delà du gaz de schiste, quoi, pratiquement? Non, mais complètement. Et écoutez, Mitterrand, il était ce qu'il était, il était très critiquable. C'était un autre personnage cultivé qui avait une certaine prestance. On a commencé à toucher le fond, puis voilà, je parle sans langue de bois, hein, avec Sarkozy, puis avec Hollande, et là Macron, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est une véritable dictature soviétique qui Eh bien Arthur, moi je vais vous dire, la chose que vous me dites, et c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a entendu avec François Chouminier et Sébastien Molina, je pense que tout ça requiert que vous voyez le sport et la culture, et pourquoi pas, et au contraire, et que vous vous unissiez, en tout cas que vous travaillez ensemble, en synergie, parce que pour arriver, il faut faire pression, et plus vous serez nombreux, plus vous serez unis, plus la pression aura des chances de réussir. C'est clair. Merci en tout cas. Merci Arthur. Merci Arthur, et surtout continuez de nous appeler aussi à Sud Radio. On est là pour relayer aussi vos appels à l'aide justement et vos coups de gueule. Et bien continuez justement comme Arthur de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov dans tous ses états avec ses invités Éric Anso, auteur des Élites françaises des Lumières au Grand Confinement aux éditions Passé Composé, et Sébastien Molina qui est le directeur du café-théâtre Le Grenier. Et puis vous aussi, vous nous appelez, vous êtes très nombreux, d'ailleurs beaucoup de filles, et on leur dit bravo parce que c'est bien aussi d'entendre des voix féminines. Et on donne tout de suite la parole à Jeanne qui nous appelle de Charente. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Jeanne. Oui, bonjour Clémence, bonjour Éric Anso et puis bonjour André Berkov. Voilà, donc je vous appelais parce que j'avais, c'est très très intéressant du coup ce que monsieur Éric Anso il a dit sur les élites, tout ce qui est société de spectacle. Moi je trouve ça hallucinant quand même avec tout ce qui se passe en ce moment. Toutes ces émissions qui passent pour nous distraire pendant qu'il y a des lois ou des choses un peu plus graves qui sont en train de se passer. C'est vrai que ça, je comprends pas du tout. Et surtout, je voudrais attirer quand même l'attention sur, vu que je travaille dans la santé,
Et j'ai du mal à comprendre, parce qu'au fait, depuis un moment, on entend beaucoup que soit l'État ne sait pas, ils s'en rendent pas compte, ou bien parce que ils savent pas ce que c'est. Et après, ça fait un moment, je me questionne, je me demande, est-ce que c'est pas fait volontairement voilà, je crois pas à tout ce qui est complot, tout ce qui est. Mais c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, c'est à se questionner. On parlait du film Hold Up. Oui, Hold Up, oui, le film, oui. Voilà, votre invité, justement, tout ce qu'il écrit. Et il y a récemment, j'ai aussi vu un documentaire sur Arte qui parlait sur George Orwell et puis Aldous Huxley, pardon. Aldous Huxley, oui. Et George Orwell, oui. Voilà, et c'est vrai que c'est impressionnant, comme quoi, en fait, ça date pas de maintenant. En fait, je veux dire, ça remonte quand même à depuis... Ça remonte à loin, c'est très vrai. C'est très vrai, Jeanne. Voilà, et c'est vraiment inquiétant. Alors, oui, pardon. Non, mais je suis très heureux que vous posiez cette question parce que, justement, je voudrais interroger là-dessus Éric Anseau, et c'est à l'historien que je m'adresse. C'est très intéressant parce que, est-ce qu'à chaque fois, Jeanne se pose la question, sans dire, c'est pas du complotisme de dire ça, se pose la question, est-ce que c'est organisé ou pas? Et dans l'histoire, on l'a bien vu, et Orwell et Huxley, ce sont les plus récents que les autres, mais est-ce que ce n'est pas, on ne revient pas au problème que si, effectivement, il y a des tentatives de complotisme, ou en tout cas de se poser, mais légitimement, les questions sur les intentions du gouvernement, en particulier des élites en général, c'est parce que les dites élites ne répondent plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vous savez, c'était une phrase d'Arthur Koestler, et il disait « J'ai appelé Dieu, mais le téléphone est coupé, pourtant le temps presse ». Est-ce que les élites n'ont pas coupé le téléphone, Éric Anseau ? Vous avez parfaitement raison, André Berkoff, et votre auditrice également. Il y a une forme d'autisme chez les élites qui ne remonte pas d'ailleurs à aujourd'hui, mais à hier, voire à avant-hier. Et là encore, il y a des récurrences absolument fascinantes, je dois dire. Alors, par exemple, oui, allez-y, oui. Même à l'élite, qui est énarque, a trouvé cette formule, je trouve, excellente. Il parle d'égotisme, c'est-à-dire il y a l'autisme des élites et en même temps une forme d'égoïsme. Il a conjugué les deux. Mais je rebondis un petit peu sur ce que disait votre auditrice. L'affaire de Hold Up, moi, me paraît très, très intéressante. Vous voyez, alors, qu'il y ait des fake news dans ce documentaire, sans doute, il y en a, ça a été montré. Mais il y a aussi sans doute une part de vérité. Et ce qui est très grave, c'est d'en avoir interdit la diffusion. Et dans les espaces de liberté que sont les plateformes. Internet, c'est la liberté. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce phénomène ? Ça renforce la défiance. Voilà, on nous interdit de visionner ce documentaire. C'est donc que ce documentaire dit la vérité. Donc, il y a un effet pervers. Et là, il faudrait vraiment que nos dirigeants se méfient, je trouve, de ce type d'action. Oui, absolument. C'est vrai, cette espèce d'autocensure parce que justement, mais vous l'avez dit, Éric Anseau, c'est parce qu'ils n'ont plus le contrôle qu'ils essayent faussement de contrôler. C'est ça le problème. Allez, on retourne au standard. 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Fabrice qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour toute l'équipe. Ça résonne, non ? Non, mais ça va, on vous entend, ça va bien. Ne mettez pas votre haut-parleur et tout ira bien. Bon, là vous m'entendez bien. Oui, très bien. Je voulais juste m'insurger sur la phrase que j'ai entendue tout à l'heure concernant, je ne sais pas quel est le nom de l'abruti, je ne l'ai pas retenu, qui demandait aux grands-parents d'aller manger... Le professeur Rémi Salomon. Oui, un professeur de médecine, oui. Ah ben c'est bien, j'aurais dû faire professeur aussi, moi. Là, je suis complètement effaré et en plus, je me demande de quel droit on peut nous interdire de mourir comme on a envie. Moi, si mon petit-fils il veut venir m'embrasser, j'ai pas envie de mourir dans la solitude et puis sans plus voir ma famille. On va bientôt être taxé, pire qu'un. On va prendre des peines plus lourdes qu'un pédophile quand on va se promener sans masque, quand on va se promener avec nos petits-enfants. C'est vrai que c'est assez triste, hein, on peut le dire. Et je vous dis pas... Alors moi, je vous avais appelé, j'ai de la chance, parce que je vous ai eu il n'y a pas très longtemps, où je vous avais lu
mon test Covid où j'étais probable Covid. Oui. Et je vous raconte pas comment les gens nous regardent quand ils savent qu'on a probablement un Covid. On est des pestiférés, quoi. Et on instaure une peur. Et j'ai des gens autour de moi qui sont quand même relativement intelligents. Ils n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. Ils ont peur de parler de ça. Directement complotiste. Et là, j'ai pris du grade la semaine passée. Je suis passé à conspirationniste. Conspirationniste. Ah ben, écoutez, c'est une médaille supplémentaire. Vous devriez être heureux, là. Vous grandissez. Vous allez être de l'ordre du commandeur de la conspiration bientôt. Et vous viendrez à Sud Radio, on vous donnera la médaille. Je vous promets, je vous remettrai personnellement la médaille et nous sablerons le champagne au nom du conspirationnisme. C'est magnifique, ça. C'est très beau. C'est fantastique. Merci, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous, surtout. Allez, on retourne au standard. Rapidement, on donne la parole à Philippe qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai essayé de vous joindre et je me doute que je ne suis pas le seul. Non, mais allez-y, voilà, vous êtes avec nous. Oui. Je souhaitais intervenir, bien sûr, par rapport à la crise que nous rencontrons. C'est surtout le problème actuel. Et par rapport à ça, alors c'est vrai que la question qu'on se pose, comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un Berkoff en France qui donne la parole aux gens pour qu'on puisse s'exprimer? Comment se fait-il qu'il y ait autant de médias qui relatent je dirais, la parole négative de ce gouvernement? Et par rapport à ça, je voulais aussi réagir par rapport à ce que votre invité disait tout à l'heure. Oui. Et c'est un peu ce qui me gêne quand votre invité a parlé de pandémie et en disant que le professeur Raoult avait certainement dit des bêtises. Et si vous voulez, je pense que c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il est partagé quand même par rapport à beaucoup de gens. Je pense que mon avis personnel déjà, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. Ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a voulu diffuser partout en France et dans le monde entier. Qu'il y ait une épidémie, ça, c'est clair. On ne dit pas le contraire. Effectivement, il y a une épidémie. Maintenant, je suis un monsieur qui est à la retraite, donc j'ai quand même pas mal de temps devant moi pour m'interroger depuis que cette crise est apparue, pour faire des recherches sur Internet. Et c'est vrai que quand on consulte les chiffres réels, qui sont donnés d'ailleurs même par l'OMS, on se rend compte que même quand on nous a annoncé au mois de mars qu'il y avait plus de 30 000 morts du Covid, mais tout ça n'est qu'une fumisterie. Parce que quand on regarde bien par rapport aux chiffres de 2018, par rapport aux chiffres de 2017, et vous avez dû le remarquer tout comme nous, en 2019-2020, comme par hasard, il n'y a pas eu de mort de la grippe. On n'a pas entendu parler de mort du cancer, on n'a pas entendu de mort de maladies cardiovasculaires. Et quand on compare ces fameux chiffres, comme je vous disais, donc à 2018-2017, il faut savoir qu'en 2017, la grippe à elle seule a fait plus de 15 000 morts en France, et on n'a pas arrêté l'économie pour ça, on n'a pas parlé de pandémie, on n'a pas 15 000, même 20 000 morts pratiquement. Oui, c'est exact. En janvier 2017, c'est exact. Voilà, et je pense, si vous voulez, moi je pense que le gros problème vient principalement des médias. S'il y avait un peu plus de médias qui évitaient d'aller dans le sens du gouvernement et de générer cette peur, cette panique qu'on rencontre partout, ça aurait pu certainement se passer très très bien. Je pense. Oui, excusez-moi, vous écoutez, je voudrais que justement qu'Éric Anceau, et c'est intéressant, va réagir par rapport aux médias. Évidemment, les médias de Louis XIV ou des Lumières n'étaient pas les médias d'aujourd'hui, mais quand même, vous voyez ce que dit Fabrice, et nous avons beaucoup d'auditeurs qui disent ça, il dit, on nous présente effectivement les trois quarts, en tout cas, je dirais, de médias, etc., beaucoup nous présentent effectivement une version de la réalité, et là,
effectivement, Fabrice, il va sur Internet, etc., il voit autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que ça ne rejoint pas, Éric Anseau, ce qu'on disait par rapport à cette vision qui consiste à présenter une facette de la réalité et de dire le reste n'existe pas, et si vous pensez autrement, vous êtes complotiste, conspirationniste, etc. Oui, merci Fabrice pour cette intervention. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette intervention. Effectivement, ce que vous dites des médias, ce qu'il est convenu d'appeler les médias mainstream. Ouais. Regardez les 20h, TF1, France 2 et les autres émissions. Et on a le sentiment, effectivement, que tout ce qui dénote est disqualifié. Alors ça nous renvoie à un aspect très, très intéressant, c'est la formation des élites. Et en particulier la formation des journalistes en école de journalisme, où on a tendance peut-être à instiller une forme de pensée unique. C'est très très clair. Ouais. Ajoutez-y le fait que ces grands groupes sont soit des médias d'État, pas tous bien évidemment, ou appartiennent à des milliardaires. Il a été démontré que 10 milliardaires détenaient la plupart des médias. Oui, exact. Donc, ça va entraîner le fait que le journaliste, il ne va pas trop oser inviter des débatteurs un peu contradictoires. C'est pour ça que je remercie André Berkoff de donner une respiration, d'être un espace de liberté. Et Sud Radio en particulier est un média qui dénote. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est peut-être celui qui a la plus grande audience. Merci à lui d'exister. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie, c'est toute l'équipe qui vous remercie. Éric Anseau, encore une fois, un livre à lire absolument, un livre vraiment passionnant, les élites françaises, l'histoire des élites françaises, des Lumières au grand confinement. Merci à Sébastien Molina. Merci à vous, André Berkoff. Merci Clémence. Et merci à François Choumounier. Voilà. Et je pense que nous allons en tout cas continuer à relayer tout cela. Ça nous paraît la moindre des choses. Voilà, et pour ceux qui voudraient réécouter cette émission, elle est à retrouver sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis Sud Radio continue évidemment avec Brigitte Lahaye qui pose la question: sexuellement, l'homme serait-il le sexe faible? Voilà, grande question avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue. Là aussi, vous pouvez participer, 0826 300 300.